peu de retard. BFM Sport, RMC, vous avez l'habitude en simultané. L'after avec Jonathan Macardy ce soir avec Alpha Baldé, avec vous au 32-16 et vous sur le hashtag RMC Live. Petit Prince du Parc nous dit Orléans Tour, c'est le Centrico, le Loirico. Ah, pas le Loirico, ça c'est sûr que non, parce que la Loire. Non, il y a Benoît aussi qui est d'Orléans, donc non, mais on se tire la bourre gentiment. Il y a toujours une rivalité entre les deux villes. Là on est dans le derby, puisqu'on parlait des derbys récemment, plus que dans le classique. N'oubliez pas, nous dit 600, le recrutement de la Berrichonne qui garde ses joueurs clés et récupère Benrahma, Hassen, Aladur. Sachez que le Châteauroux fait partie des équipes qui montent de national, effectivement. Voilà, écoutez, ça vous a inspiré cette page Ligue 2. On se moque de moi, de Florent Gautreau pour sa passion de la Ligue 2, mais Jonathan paraît très très enthousiaste aussi. Donc effectivement, c'est du foot. C'est du foot, effectivement. On aime bien. Allez, oui, heureusement. Juste pour vous rappeler que toutes les infos mercato qu'on a développées, notamment avec Saber Desfarges tout à l'heure, sont à retrouver sur rmcsport.fr. Il y a des infos notamment qui concernent Jordan Verretou, que Saint-Etienne voulait récupérer, mais qui file a priori vers la Fiorentina. On va parler de l'Olympique lyonnais maintenant avec Sirius Charlie, vous le connaissez, c'est son surnom, Charlie Morisset. Salut Charlie. Salut. Bienvenue. Salut Charlie. On rappelle évidemment que on va t'estampiller influenceur ce soir de l'OL. Tous ceux qui te suivent sur Twitter te connaissent. Leliberolyon.fr également, pour ceux qui veulent retrouver toutes les infos qui concernent Lyon. On va parler de l'OL et du match notamment contre l'Inter, Charlie. Mais avant ça, on va réécouter Jean-Michel Aulas parce qu'il s'est lâché. On va le voir tout à l'heure quand il a parlé du PSG. Mais il a quand même aussi parlé du mercato lyonnais. Écoutez, Jean-Michel Aulas, c'était tout à l'heure sur RMC et il évoque le mercato et les risques qu'ont pris les Lyonnais. Écoutez, pour le moment, on est resté sur la situation que vous connaissez. On observe, mais avec les 7 recrues, on pense pouvoir être équipé. Bon, on verra s'il y a des opportunités, mais pour le moment, la piste complémentaire d'un attaquant n'a pas été suivie véritablement. Alors ça, c'est de ma faute, mais c'était la réponse sur Giroud, pour que vous compreniez bien. Donc, voilà, il y a beaucoup de recrues possibles. Charlie, cette piste-là, Giroud, éventuellement, pour l'instant, elle est en stand-by total. Ouais, en stand-by total. De toute façon, ce que j'ai compris, c'est que la piste d'un éventuel attaquant était en stand-by jusqu'à éventuellement fin août, si ça marche pas devant. Donc on en parlera. Juste avant de te redonner la parole et de vous prendre au 32-16, Alexandre est déjà là. On va écouter l'autre intervention de Jean-Michel Aulas qui concerne le mercato et qui parlait de la stratégie, on va dire, parce que c'est justement ce qui est intéressant par rapport aux jeunes recrues et aussi aux jeunes Lyonnais après de l'effectif. On écoute Jean-Michel Aulas. Oui, on a pris effectivement un certain nombre de risques, mais on n'avait pas trop le choix parce que d'une part, il fallait faire évoluer ce groupe qui, depuis quelque temps, jouait ensemble, réussissait plutôt pas mal, mais n'avait rien gagné. Et notre ambition étant de gagner, on a décidé de changer beaucoup de choses. Je pense qu'on a fait le mercato idéal puisque les 6 joueurs plus Clément Grenier que nous avions ciblés ont pu venir. On avait des possibilités économiques puisqu'on a dépensé un petit peu plus de 50 millions avec les différents frais. Mais donc voilà, donc on a pris des risques, on a fait ce que l'on avait envie de faire et pour l'instant les choses se passent bien. Alors Charlie, ton avis déjà sur ce que dit Jean-Michel Aulas de son propre recrutement? Pour moi, c'est intéressant ce qu'il dit sur le fait qu'il veut faire évoluer un groupe qui a rien gagné. On perd quand même sur le papier 5 ou 6 titulaires par rapport à l'an dernier. Donc c'est intéressant ce changement de cycle-là avec les 2 stars qui partent. Par contre, pour moi, il y a un grand problème là-dessus, c'est que le groupe n'a rien gagné et l'entraîneur n'a rien gagné et l'entraîneur est toujours là. Et l'entraîneur ne gagnera rien, je pense qu'on peut le dire, Charlie. Voilà, je connais ton avis là-dessus, Jonathan, et tu sais que je le partage. Et voilà, pour moi, le problème, c'est que tu peux mettre autant de super ingrédients que tu veux. Si ton cuisinier ne sait pas cuisiner, ça sera dégueulasse, quoi. Alors, je vais venir au secours, même si je partage aussi votre avis, mais je vais me faire l'avocat du diable. Ce qu'on a vu en match de préparation parfois, et notamment dans le système, on a l'impression que Genesio entend ce qui se dit autour de lui, en tout cas. Non, moi je suis pas d'accord là-dessus. Je suis pas d'accord là-dessus. Cet après-midi, je te laisse continuer.
Je suis pas d'accord là-dessus parce que bon, cet après-midi, je pense qu'on va un peu oublier le match parce que la pelouse était indigne et la météo. Voilà. Bon après, on peut ne pas juger le résultat et ne pas juger l'exécution, mais on peut quand même juger les intentions et le plan de jeu qui est quand même sur le papier, même s'il n'est pas réalisé. Et ce qu'on voit sur les matchs amicaux de l'OL, c'est qu'il y a un plan de jeu et que le recrutement est cohérent avec le plan de jeu. Et que ce plan de jeu, il consiste à balancer sur les latéraux et balancer sur des mecs qui courent vite devant. Alors c'est caricatural peut-être. Non, c'est ça. Voilà, et après, voilà, on peut débattre, est-ce que c'est un bon plan de jeu ou un mauvais plan de jeu. Il y a des grands entraîneurs qui font ça très bien, Mourinho, éventuellement. Est-ce qu'on est plus proche de Nancy ou de Mourinho? Je sais pas. Alors, sans aucun manque de respect envers Nancy, vous voyez ce que je voulais dire. Ouais. Mais là, c'est le grand écart. Voilà, il y a sans doute un milieu un peu plus juste. Voilà, est-ce que ce plan de jeu-là et son exécution, qui est pas bonne à mon sens, est digne d'un mercato à 50 millions, qui accessoirement c'est beau de dire qu'on a acheté 50 millions, mais il y a quand même 110 millions de recettes. Bon, pour moi, c'est un peu, il y a un problème de cohérence entre le projet qui est de tout renouveler, de partir sur des bonnes bases et de garder quand même comme capitaine de bateau quelqu'un qui n'a rien gagné, qui a échoué. Charlie, écoute, sur le plan de jeu, sur l'intention et sur le système, je te rejoins. Mais je pense quand même que tu vois, quand tu regardes ton effectif, il faut jouer en 4-2-3-1. Si tu veux rentabiliser tes bons joueurs que peuvent être Darder, Fekir, il faut jouer en 4-2-3-1. Que l'intention de jouer un jeu assez vertical, assez rapide, t'as les joueurs pour. Mais là où je me pose beaucoup de questions, en fait, c'est simplement sur le choix des hommes. J'ai encore vu que Mamana n'avait pas joué. Donc apparemment pour Genesio, Mamana a pu, alors que pour Sampaoli, c'est un potentiel titulaire en sélection. Je me demande en fait pourquoi insister autant avec Memphis, qui à chaque fois que je l'ai vu jouer en match amicaux était indigent. Je pense que c'est un mot qui est fort, mais par exemple cet après-midi, je l'ai trouvé indigent, Memphis. Et c'est là en fait, c'est pas tant sur le système de jeu que ça m'inquiète, mais sur la gestion de Genesio. Et pour moi, le système de jeu, il n'est pas vraiment important dans le sens où 4-2-3-1, 4-3-3, c'est l'animation qui t'apporte. Voilà, c'est une animation. Et moi, je trouve que l'animation de base, sans même parler de sa réalisation, est indigne d'un club qui vise le podium de Ligue 1 parce qu'on parle pas de la contre-attaque à la monégasque. Là, on parle vraiment de balancer devant. C'est pas, voilà, on pourra nous rétorquer qu'il y a des clubs qui jouent en attaque placée rapide en contre comme Monaco et que ça fonctionne et que c'est beau. Pour ceux qui ont vu jouer Lyon l'an dernier et même là en match de prépa, même si c'est que des matchs de prépa, bon, c'est pas Monaco. Charlie, je sais pas ce que tu vas en penser, mais quand j'ai vu le match d'aujourd'hui, alors je ne vais pas forcément juger vu l'état de la pelouse, mais il faut pas oublier qu'il y avait quand même l'Ajax avant, donc il y a eu des prémices un petit peu, on a observé quelques trucs. Pour Genesio, on a l'habitude de l'appeler Pep Genesio. Pour Genesio, je remarque quand même l'association Morel-Marcelo dans l'axe, qui pour moi a été une réussite, quand même, ça faut le dire. Ensuite, t'es pas d'accord? Il y a eu soupir. Oh non. Dans l'axe. Pour le but de l'Inter, sérieusement. Non, dans le but de l'Inter, t'oublies de dire que le but de l'Inter vient à la suite de nombre de ballons que vous laissez à l'attaque interiste de façon gratuite. Elle vient quand même d'une catastrophe de Morel qui fait un double contact. Non, mais t'es sur le côté, Morel. Il était sur le côté, Morel. Et quand il est parti à gauche, faut pas oublier qu'il a joué tout le match. Attention, quand il est parti, attention, moi je te dis, l'association Marcelo-Morel, faut pas déformer ce que je dis. Dans l'axe, en première période, je pense que la défense, elle est aux fraises de toute manière. Pardon? De manière générale. Toi, mais Morel, il part sur le moment où Morel est sur le côté gauche. Voilà, en plus, il joue 90 minutes. Il faut pas oublier que les deux arrières gauche de Lyon se blessent, ce qui fait que Morel continue le match sur le côté gauche et qu'il est émoussé. Il va jouer les 90 minutes. C'est bien gentil, Morel. Mais même sur le même match, je l'ai trouvé assez hésitant dans ses relances, dans ses placements. C'est jamais très sûr. Les alignements, il y a 2-3 fois où ça aurait pu être assez dangereux. Non, c'est pas. Alors, Dachman nous dit mettre Mamana 6e dans la hiérarchie des défenseurs, c'est honteux. La priorité d'Olas, nous dit Alexandre, elle rejoint Charlie, aurait dû être l'entraîneur, ce qui n'est pas le cas. On a eu l'impression, Charlie, toi qui suis ça au quotidien, que même dans la conférence de presse, quand il présentait les joueurs, on a la sensation que Olas lui-même a un gros doute sur l'entraîneur, mais qu'il n'a pas voulu se déjuger, qu'il n'est pas revenu sur ce choix-là. Est-ce que c'est toujours le vieux truc du j'ai la main sur l'entraîneur? Est-ce qu'il est toujours dans ça, Olas? C'est quoi la raison ultime? Parce qu'il est capable de changer d'entraîneur, Olas. Ouais, mais citez-moi un grand entraîneur de l'OL des dernières années. Quoi. Ça, pour le coup, il a Hubert Fournier. Le problème, c'est que il lui met la pression en conférence de presse, il lui envoie des petites piques, mais c'est bien drôle, mais c'est lui chef à un moment. C'est ça. Et que voilà, comme finalement, bateau, il faut un bon capitaine, quoi. Le pire dans tout ça, c'est qu'Olas, en réussissant tout ce qu'il a réussi avec l'OL, se plante entre guillemets, c'est quand même clair, avec un poste, mais
ultra stratégique dans son Ouais, mais entreprise. c'est pas la seule chose sur laquelle il se plante depuis quelques années, malheureusement. Au niveau de la com, c'est catastrophique. Mhm. Jusqu'à il y a 1 an et demi, on en avait déjà parlé. C'était rigolo parce que c'était nous les Lyonnais contre le reste du monde. Maintenant, c'est devenu Jean-Michel Aulas contre le reste du monde, y compris les supporters lyonnais, et ça devient. Y compris ceux qui clashent sur Twitter Ouais, mais c'est même violemment pas des et clashs. méchamment. Vous avez vu ce truc-là avec ce supporter qui s'appelle Gary, qui lui demande très gentiment si les rumeurs de départ de Mamana sont réelles, et qui se prend un "vous êtes un blaireau" dans la gueule. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'on parle à ses supporters, surtout quand ils sont polis et qu'ils sont même pas dans le conflit. Je sais pas, moi je pense qu'il y a une petite rupture de ce côté-là, un espèce d'enfermement dans Faut dans pas l'erreur, laisser tout faut pas simplement. laisser les nouvelles technologies aux personnes Ouais, âgées, c'est quelque chose j'allais comme dire. ça. Mais non, mais pour moi, c'est représentatif d'une espèce d'enfermement et d'entêtement à aller dans des idées qui sont pas forcément les bonnes, sans remise en question. Et un constat qui est partagé par beaucoup de gens et qui est malheureusement amplifié par le fait que Genesio refuse de parler de jeu en conférence de presse, et Genesio refuse de parler de ses choix en conférence de presse. Du coup, on peut même plus mettre en relief certaines erreurs. C'est pas possible. Et Alors quand- tiens, Alexandre est avec nous, il va nous parler du mercato lyonnais. Salut Alexandre. Salut à tous. Salut Alexandre. Alors est-ce que que penses-tu du mercato en général, parce que là aussi il y a des avis très très différents selon les supporters, puis après on reviendra sur les cas Aulas et Genesio, Alexandre. Moi, je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit, y compris Charlie. Je pense que c'était bien de faire une révolution. Il y en avait besoin pour le club. Après, je pense que l'effectif est un peu plus équilibré, on va dire, cette année. Tous les postes sont doublés et à peu près bien doublés. Mais le problème pour moi, ça reste quand même la pointe. On avait Lacazette qui est peut-être un des top 10 en Europe au niveau des buteurs, et on le remplace par un Mariano qui doit avoir 5 matchs en pro. Donc voilà, c'est quand même un pari ultra risqué. On avait une vraie valeur sûre en pointe, et là on part avec quelqu'un. Voilà, donc Non, mais cette valeur sûre-là, Alexandre, tu pouvais pas la garder. Elle voulait partir depuis un bon moment. Et puis, ah oui, non, c'est sûr, on pouvait pas la garder. Mais voilà, et puis quand tu as un joueur comme ça qui demande à partir depuis un moment, et que derrière tu as une idée de projet sportif qui est en train de se mettre en place, moi je défends pas Ola, je défends pas Genesio, faut aussi laisser du temps, faut aussi voir ce que cette révolution-là va apporter. Ah oui, non, c'est sûr. De toute façon, pour Lacazette, c'était bien mieux de partir. Il voulait déjà partir depuis 2-3 ans, et il le mérite pour tout ce qu'il a fait pour l'OL. Ça, y a aucun souci. Mais après, est-ce qu'on n'avait pas matière à prendre un neuf un peu meilleur pour remplacer Lacazette? Oui. Voilà, je pense que c'était L'effort possible. aurait pu porter vu effectivement sur un neuf de Oui, plus vu gros l'argent calibre. qu'ils ont eu au mercato, oui, ça forcément. Oui. Tu es d'accord sur l'idée que sur l'entraîneur, tu partages aussi les doutes de Charlie? Ah oui, sur l'entraîneur, oui. S'il fallait tout changer, je pense que fallait déjà régler le problème à la source. Fallait changer l'entraîneur, c'était évident. Il y avait 0 plan de jeu l'année dernière. On voit que sur les matchs amicaux, tout part d'individualité, pardon. Memphis fait son petit travail à gauche, Traoré fait son petit travail à droite. Voilà, ça va jouer comme ça cette année. Ça va jouer sur des individualités. Fekir va faire 2-3 fulgurances, et puis voilà. Mais je pense pas qu'il y aura un véritable jeu collectif. Et voilà, et c'est dommage pour l'OL, parce que c'est un club qui en a besoin, je pense. Et on ne te sent pas très optimiste pour la saison, hein? Non, c'est difficile d'être optimiste avec Genesio, on va dire, parce que voilà, vu l'année dernière qu'on a vécue, voilà, malgré la demi-finale de Coupe d'Europe qui reste un trompe-l'œil, à mon avis, avec la chance qu'on a eue contre la Roma et au péno contre Beşiktaş. Donc voilà, pour moi, ça reste quand même une saison compliquée. On va voir ce qu'il arrive à faire avec les jeunes. Mais voilà, pas très optimiste quand même. Ok, merci Alexandre d'avoir été avec nous. Bonne saison avec l'OL. Charlie, un mot sur, on vient d'en parler d'ailleurs, sur les jeunes lyonnais, la pépinière lyonnaise. Là, je parle des tout jeunes lyonnais qu'on a vu d'ailleurs dans les matchs de préparation. Est-ce qu'il faut se réjouir de les voir aussi vite en pro? Est-ce que ça va suffire? Quel est ton avis sur leur place, on va dire, et leur implication dans le projet là? Alexandre parlait de pessimisme. Le seul motif d'optimisme qu'on a, c'est qu'on a ces pépites-là qui nous tiennent à cœur à Lyon, parce qu'on les connaît depuis qu'ils sont bébés en fait. Et oui, ils sont là. C'est bien de les voir aussi vite, parce que déjà on les a pas vus l'an dernier. On nous avait promis des jeunes l'an dernier, et malgré les performances catastrophiques de certains titulaires, par exemple Oussem Aouar, il a eu 22 minutes de temps de jeu en Ligue 1. Bon, on nous a promis ces pépites-là. On verra ce qu'il en sera en match officiel, parce que encore une fois l'an dernier on nous avait dit qu'on les verrait, on les a pas vus. Après, ça peut être qu'une bonne chose de voir des jeunes percer vite et bien, et vraiment au niveau. qui sont bons, hein. Clairement, ce sont de bons joueurs. En tout cas, après, comment ils vont progresser? Là, il a 17 ans. Sur ce qu'on a vu à l'Euro doucement, 2017,
Oui, doucement. Mais bon, après, c'est doucement. Kylian Mbappé, il n'y est pas allé doucement. Non, mais Charlie, quand je te dis doucement, c'est parce que je pense que tu vas être d'accord avec moi sur le fait de dire que Genesio a cette fâcheuse tendance et fâcheuse propension à se reposer dès que ça ne va pas, à tout mettre sur le poids de ce qu'il connaît, des jeunes Lyonnais. Bon, Et pas vraiment. je trouve ça assez dangereux. Après, voilà. Ils sont jeunes. Au moins on sait que voilà, sur ce qu'on a vu à l'Euro et sur les matchs amicaux, Guiri, si jamais Mariano est pas à la hauteur, bon peut-être qu'il sera là pour tirer, on ne sait pas. Après oui, c'est tôt, c'est dangereux. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup évidemment. de risque de les cramer, tu vois. Ouais, mais bon, après, cramer. Ouais, maintenant, tu joues vite quand même. Hein. C'est vrai qu'à l'inverse, si tu joues pas à 17-18 ans, aujourd'hui, c'est incompréhensible si tu as le niveau. Il y a une différence entre jouer et être un joueur sur lequel on tient. Tiens, juste un mot sur le match, là, pour finir, Charlie, sur vraiment le match de cet après-midi, même si, on l'a dit, la pelouse était compliquée, c'est un match un peu un non-match, en quelque sorte. Dachman dit, une fois les titulaires remplacés, on a vu qu'il n'y avait aucune solution offensive et on a subi toute la seconde mi-temps. On rappelle que Gorgelin a fait 2 arrêts, je crois, un peu importants. Il y a beaucoup de gamins qui sont rentrés. Qu'est-ce qu'on peut retenir et aussi individuellement d'ailleurs, on a commencé à en parler pour la défense, mais pour le reste de l'équipe? Ce qu'on peut retenir, c'est que à la mi-temps, Darder et Touzard sont remplacés par Grenier et Ferry. Enfin, c'est pas exactement à la mi-temps, mais je crois que c'est un peu après. Bon, Grenier et Ferry, voilà. Il y a 30 minutes de match où Lyon passe en 5-2-3. Enfin, c'est n'importe quoi à la fin de match. Donc après, c'est un contexte particulier, c'est un amical. Mais le problème de Lyon, il est dans le plan de jeu et il est aussi dans le milieu de terrain où Tolisso est parti, donc il n'y a plus personne. Touzard, il a du mal. Touzard, il est seul dans ce profil-là. Touzard, il est tout seul. Si Touzard se blesse cette saison, c'est la catastrophe. T'as pas de pur milieu défensif. C'est la catastrophe. Konalon tu n'a peux pas mettre été Mamana. compensé. Tu peux mettre Mamana. Il a déjà fait. Il a déjà fait ce qu'il le fera à Lyon, parce que pour l'instant, Charlie Alexandre, moi je vous trouve quand même très pessimiste pour la saison, même si le débat Genesio on va pas le refaire, ça c'est sûr. Aujourd'hui, si tu vois le match d'aujourd'hui et la préparation des matchs d'avant, sur les recrues, je pense qu'aujourd'hui sur le match de l'Inter, t'as Marsal qui fait un bon match, t'as Mariano qui fait quand même un bon match, t'as Diaz qui n'a pas eu beaucoup d'occasions, qui montre quand même qu'il ne rechigne pas à aller. Marcelo, tu voulais dire toi? Oui, Marcelo. Et le deuxième, Mariano Diaz, attaque, oui, qui n'hésite pas à aller au duel, qui va chercher, qui fait le repli qu'il faut. Moi, je pense que t'as des joueurs qui restent à Lyon, qui sont restés à Lyon, qui devraient plutôt se réveiller. T'as Grenier qui ne fait aucun effort face à l'Ajax également et le match d'aujourd'hui. T'as Memphis Depay qui s'enferme et qui ne lève la tête que lorsqu'il perd le ballon. Et voilà, moi je pense que c'est plus sur ce côté-là. Et t'as des relances à chaque fois repartir sur Lopez. Je comprends pas au fait. Moi je pense que c'est là qu'il faut que ça bouge. Oui, mais tu vois, dans une question d'individualité, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Le problème pour moi de fond, il est la gestion des égos, parce que Memphis, s'il fait n'importe quoi, c'est parce qu'il pense qu'il vaut mieux que la Ligue 1, donc il fait le kéké. En gros, c'est ça. Ouais. Grenier, il a toujours eu du mal avec son hygiène de vie. Voilà. Après, il y a des bonnes individualités. Le problème, c'est que qu'est-ce qui peut faire changer? Voilà, quelle est la solution? Qu'est-ce qui peut faire changer un Memphis qui est trop perso? Qu'est-ce qui peut faire changer un Grenier un coach qui est trop entraîneur? c'est un pas vrai coach. Genesio. On en revient toujours au même problème. Justement, on a trouvé un défenseur parce que Pep Genesio se fait descendre. Mais il a peut-être trouvé son avocat. Julien est avec nous. Salut Julien. Oui, bonsoir. Bonsoir Julien. Salut. Alors tu voulais défendre Genesio, tu nous écoutais à l'instant. Oui, alors je suis un peu comme vous, je suis pas super fan de Genesio, mais je pense qu'il a des circonstances atténuantes. Tout à l'heure, vous parliez de pourquoi il a été maintenu. Il a quand même repris une équipe quand Fournier s'est fait virer, qui était aux abois. Il nous amène à la seconde place du championnat. Derrière, il nous qualifie directement en Ligue des Champions. Dans l'année qui suit, est un petit peu catastrophique. Il sauve sa tête, je pense, grâce à la demi-finale de Ligue Europa. Aujourd'hui, à mon avis, c'est sa dernière chance. Cette année, il a eu vraiment les cartes en main pour faire son recrutement. Ce qui a été fait, il a fait péter un petit peu la bulle lyonnaise qui vivait un peu dans leur confort. Et là, cette année, il a vraiment construit une équipe comme il la voulait. Donc là, s'il se plante, je pense qu'en décembre, il saute. Mais voilà, dire tout, voilà, Genesio tout le temps. Je pense qu'il faut lui laisser aussi sa chance. Il n'a pas fait que des conneries non plus. Je pense qu'on peut quand même lui laisser encore une opportunité. Tout le monde dit que Mariano devant, c'est un pari qui est très risqué, mais par rapport à la politique de recrutement qui a été mise en place, je trouve que c'est plutôt logique. On a pris Memphis à gauche, Traoré à droite, même si Memphis, il fait un petit peu des gris-gris, etc.
je pense qu'il faut voir cette année ce que ça peut donner. Mais on a recruté un finisseur, un buteur un peu à la Fred. En plus, il a la tête de Sonny Anderson, Mariano, donc c'est peut-être de bon augure. D'accord. Bon, bah écoute, non, mais t'as raison, on va juger, mais malheureusement, on a déjà vu beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, le coup de Aulas aurait été bon avec Genesio, à mon avis, s'il l'avait. Pour la demi-saison. La demi-saison, c'était une très bonne idée, puisqu'il y avait les jeunes qu'il avait à sa main, et puis ça suffisait. Et si tu as un coup d'avance quand tu es dirigeant, tu arrêtes à la fin de la première saison, et puis tu passes à autre chose avec un grand coach, pourquoi pas étranger. Merci, Serious Charlie, d'avoir été avec nous. Salut, Merci Charlie. à vous. Salut Charlie. Et évidemment, continue à te suivre. Hein. Le libéraux-lyon.fr. Tous les supporters lyonnais connaissent tout ça. Ils sont actifs sur les réseaux sociaux, les Lyonnais. On les voit passer. Ils ont de l'humour aussi, faut reconnaître, y compris sur eux-mêmes. Donc ça fait du bien parce qu'il y a des supporters qui ont un peu moins d'humour parfois. Allez, à bientôt et merci à toi pour toutes ces infos. Dans quelques instants, on va continuer à parler de Lyon, mais d'Aulas, c'est la vie tranchée d'Alpha qui va nous y ramener. Et Charlie en parlait d'ailleurs, c'est la fameuse communication d'Aulas parce qu'évidemment, Aulas n'avait pas parlé depuis un moment. Il a parlé sur RMC cet après-midi et comme d'habitude, il s'en est pris, comme le disait Charlie, un peu à la terre entière et notamment au Paris Saint-Germain. À tout de suite dans l'After.